Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Tech Co pour parler de santé, de e-santé, de santé connectée, à l'occasion du Forum de la santé organisé par l'Axel, l'association des professionnels du numérique. À mes côtés d'ailleurs, David de Amorim de l'Axel. Bonjour David. Bonjour. Voilà, on va parler de la santé, on va parler de tech, on va parler d'innovation, l'occasion de cet événement qui a lieu tous les ans. D'ailleurs, si vous nous suivez, eh bien, vous savez que nous étions déjà là l'année dernière. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, David, que la tech, c'est bien, il y en a beaucoup, mais parfois on est un peu perdu. Et le constat que l'on fait, c'est qu'il faut remettre de l'humain dans la tech. Alors, il y a beaucoup de possibilités entre les prises de rendez-vous, les téléconsultations, les objets connectés, etc. La santé, c'est considérablement numérisé, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours simple. Il y a la fracture numérique, ce qu'on appelle l'électronisme, 17% de la population qui a du mal à accéder aux outils numériques. C'est de tout cela dont nous allons parler avec nos invités que je vous présente tout de suite. Tout d'abord, Alain Monteux, président de Tunstall Vitaris et membre du Club Santé Connectée de l'Axel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À vos côtés, Carla Gomez, directrice du marché santé de DocaPost. Bonjour. DocaPost, la filiale numérique de la Poste. Exactement. C'est bien ça. Et puis Johan Girard, vous êtes directeur adjoint innovation à la Croix-Rouge. Bonjour et merci de votre invitation. Et la Croix-Rouge qui est complètement branchée numérique également. Vous allez En nous tout cas, expliquer c'est ça tout à l'heure. fortement engagé, tout à fait. Alors David, pour commencer peut-être, si on doit un peu camper le décor, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'outils à notre disposition, mais paradoxalement, eh bien, ça n'est pas forcément accessible à tout le monde et c'est pas forcément toujours hyper fluide, hyper facile à intéresser, à utiliser. Je vous passe mon micro parce votre micro est malade. Voilà, on va aller le soigner. On est dans la santé digitale avec les micros également. Donc du coup, effectivement, on est maintenant dans une période un petit peu charnière. On a tous été projetés dans le bain du numérique. On s'est tous approchés de la piscine pendant la période Covid. Et puis le Covid nous a tous précipités dedans, qu'on soit patient, qu'on soit professionnel de santé, une multiplication de l'usage. Et donc voilà, on a été à marche forcée sur l'usage du digital. Maintenant, prenons peut-être un peu le temps de relever la tête du guidon et se poser la question, est-ce que tout le monde a pu accompagner ce mouvement? Est-ce qu'on n'a pas oublié des gens sur la route? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer aussi finalement des nouvelles fractures? Donc ça, c'est un sujet qu'on a choisi aujourd'hui autour de l'Axel, de travailler sur cette problématique des fractures et des liens, le paradoxe de la santé digitale. Mais effectivement, ça devient un peu paradoxal. Le numérique, ça nous permet de créer du lien encore plus facilement. Mais pour autant, si on n'y prête pas attention, ça va aussi nous éloigner. Donc c'est le sujet qu'on va discuter là. Alors, on va donc donner la parole à notre premier invité, Alain Monteux, Tunstall Vitaris. En quelques mots, rappelez-nous, dites-nous ce que vous faites. Tunstall Vitaris, c'est le premier opérateur de téléassistance et santé connectée en France. Aujourd'hui, plus de 200 000 bénéficiaires utilisent tous les jours nos services, que ce soit le petit bouton d'appel qui permet d'alerter en cas d'urgence ou simplement d'avoir quelqu'un au bout du fil 24 heures sur 24 pour parler, échanger ou juste rire, mais aussi en cas de malaise, à des outils connectés de santé, à des outils connectés, des capteurs qui vont pouvoir analyser des situations, prévoir des cassures, à des outils de domotique, à des outils de lien social, et à chaque fois des solutions humaines et technologiques. Plus spécifiquement pour les personnes âgées ou pas seulement? Plus spécifiquement pour les personnes âgées, oui. Donc on a effectivement une cible de bénéficiaires qui est autour de 85 ans en moyenne d'âge. Alors un petit bouton, c'est facile à utiliser, mais parfois les dispositifs sont un peu plus élaborés. Comment est-ce que vous faites pour eh bien justement que tout le monde puisse se les approprier? Alors c'est pour ça que nous, une de nos forces, c'est qu'on a vraiment des personnes qui vont au domicile pour installer les outils, les devices qu'on met, non pas spécifiquement pour l'aspect technique, parce que ce n'est pas ça le sujet, mais c'est vraiment pour accompagner les personnes, pour qu'elles aient une prise en main et qu'elles soient à l'aise avec l'outil. On s'aperçoit que si on les laisse avec un outil sans les avoir formés, sans les avoir accompagnés, sans les avoir relancés, revenir une semaine après, 2 semaines après, l'outil, la solution, elle va finir dans le tiroir, elle ne va pas être utilisée parce qu'il y a une distance, il y a une peur de l'utilisation. Et tant que la prise en main n'est pas faite, tant que l'usage n'est pas validé, ça risque de rester dans le tiroir. Donc c'est très important d'avoir cet accompagnement. Et puis ce qui est très important également, c'est ce qu'il y a au bout du bouton, c'est-à-dire des gens en fait. Exactement. Et on s'aperçoit que
mettre des solutions domotiques, mettre des solutions de santé. Nous, notre force, c'est qu'on est joignable 24 heures sur 24. Vous avez un doute sur l'outil, vous ne savez pas l'utiliser, vous voulez un conseil, vous nous appelez. Et on l'a bien vu pendant, vous parliez de la période de confinement et l'accélération des outils, on avait des personnes qui étaient isolées, qui étaient un peu paniquées, et on a vraiment eu un rôle de réduction de cette fracture digitale pour des personnes âgées qui étaient un peu éloignées et il y avait beaucoup de solutions, beaucoup de services qui se mettaient sur le net, mais elles n'y avaient pas accès. Donc nous, on fait cette intermédiation en fait pour des personnes âgées entre le domicile et des services numériques. David, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une partie du public reste encore à l'écart de tout ça, finalement, faute à cause d'accès difficile, etc. Clairement, on a un public qui reste encore à l'écart. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les réintégrer. On l'a vu avec les EHPAD. Beaucoup d'EHPAD ont été équipés avec des tablettes. On le voit aussi, par exemple, avec toutes les personnes qui sont isolées dans la rue, qui sont sans domicile. De plus en plus, on va les aider à s'équiper parce que sinon, ils restent complètement à côté d'une capacité d'intégration dans la société. Donc oui, effectivement, cette période a aussi mis en exergue l'importance d'être équipé parce que si on ne l'est pas, on est de plus en plus mis à l'écart de tous ces services qui deviennent maintenant centraux. Comment est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec un médecin si je n'ai pas accès maintenant aux plateformes digitales? Ça devient un vrai problème. Et on est dans cette difficulté de prévoir des solutions à la fois pour des plus jeunes qui arrivent et qui ont l'habitude d'avoir un smartphone, qui ont l'habitude du numérique, parce qu'ils ont travaillé avec le numérique, et des personnes plus âgées qui n'ont jamais travaillé avec le numérique, qui en sont complètement éloignées. Donc quand on met en place une solution, on doit à la fois penser à ces deux populations. Je prends un exemple simple. Si vous parlez de téléconsultation médicale, il y a des personnes qui vont pouvoir faire une téléconsultation médicale en visio parce qu'elles ont l'habitude du smartphone ou qu'elles ont une tablette. Etc., et d'autres, il va plutôt falloir prévoir un système téléphone qu'elles ont l'habitude d'utiliser. Alors, il y a l'outil également qui est plus ou moins bien fait. C'est vrai qu'on dit souvent, on considère que si une personne n'arrive pas à se servir d'un outil, c'est qu'elle est nulle. Moi, j'aurais tendance à dire que souvent, c'est parce que l'outil est nul, en fait. Alors, moi qui suis très attentif à ces facilités d'utilisation, je ne peux que vous dire oui. Oui. Donc, il est important. Prenez l'exemple d'une tablette. Une tablette pour des 85 ans, des 75 ans ou des 60 ans. Ce n'est pas la même tablette, ce n'est pas la même organisation, ce n'est pas la même facilité. Par exemple, pour des 85 ans, vous allez devoir faire attention à l'appui du doigt sur la tablette n'est pas la même et va être moins précis. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il va falloir prendre en compte. À vos côtés, Carla Gomez. Alors, j'allais dire bonjour, non, on s'est déjà salué. Donc, je rappelle que vous êtes directrice du marché santé de DocaPost, filiale numérique de La Poste. Vous êtes, alors La Poste, traditionnellement très en contact avec vraiment toute la population, toutes les couches de la population. Comment est-ce que vous abordez, vous aussi, cette difficulté parfois d'accès à la santé du fait d'une espèce de barrière numérique ? Alors effectivement, DocaPost et d'une manière générale, on accompagne la transformation numérique des entreprises et des institutions pour leur permettre d'aller vers ces innovations et vers cette transformation, et notamment en santé. Où nous, on travaille essentiellement auprès des établissements, des institutions, des parcours, pour leur permettre d'aller également vers du numérique, mais du numérique qui ait du sens. Parce qu'effectivement, la technologie pour la technologie... Alors, on va dans le mur. En fait. On va dans le mur. Alors effectivement, la technologie a amené énormément de progrès, notamment en santé. Mais effectivement... Aujourd'hui, la santé numérique permet de répondre aux enjeux de la santé que l'on a actuellement. On parle de déserts médicaux, on parle de déserts médicaux même en dehors de la ruralité, de problématiques d'accès aux soins. On parle de vieillissement de la population, de détection des fragilités, mais également de pérennité du système, comment délivrer plus de soins sans faire exploser les budgets, de manque de ressources. Et alors là, ça, c'est un autre débat. Voilà. On va pas l'aborder ici. Et je ne parle même pas de la conformité réglementaire, de la sécurité. Ouais. On a beaucoup parlé des cyberattaques récemment, du partage des données, etc. Donc, moi, je suis persuadée que la technologie, c'est fabuleux, mais la technologie pour la technologie, là encore, ça n'amène rien. Et comment faites-vous, alors, chez DocaPost, pour la rendre plus accessible ? Alors, d'une manière générale, on
on a besoin de garder en tête que la technologie, elle ne sert qu'à augmenter les capacités de l'humain. C'est vraiment le postulat de base. C'est pas l'humain au service de la technologie, mais vraiment la technologie au service de l'humain. Et si je prends un exemple, ce qui est important, c'est que le soignant, l'hôpital ou le professionnel de santé ait les bonnes informations pour le bon patient au bon moment. Et je peux vous donner un exemple avec l'une de nos solutions qu'on a développées. Qui allie, donc qui s'appelle Efficience et qui permet d'aller lire dans le dossier médical partagé, donc ce que les utilisateurs connaissent en Mon Espace Santé, d'aller lire les informations de manière visible, graphique et dans le temps des médicaments qui ont été à la fois prescrits et donnés et distribués, délivrés aux patients et vraiment classés par catégorie. Donc ils retrouvent ces propres médicaments. Alors, nous, on les retrouve, quand on se connecte à Mon Espace Santé, on les retrouve et on les retrouve en liste. Quand vous dites nous, c'est-à-dire, là, on est de quel le côté ? Côté patient, il a patient, cette liste dans Mon Espace Santé, là où l'intérêt pour le professionnel qui prend en charge le patient de les avoir classés de manière visuelle et surtout dans une ligne graphique dans le temps, ça permet d'une part de mieux prendre en charge les patients, de s'assurer de la bonne délivrance et des traitements, de la bonne coordination des traitements qui lui ont été prescrits. Mais typiquement, on a le cas d'un médecin généraliste de la Sarthe qui était pilote sur ces solutions et qui nous a récemment dit que c'était son outil principal aujourd'hui, qui lui permettait, lorsqu'un patient vient pour faire renouveler un traitement qui est prescrit par des spécialistes, une fois sur deux, il oublie son ordonnance, une fois sur deux, il manque des informations, et d'avoir immédiatement les informations de manière graphique. Ça paraît la moindre des choses aujourd'hui, ça, non ? Mais de ne pas être prisonnier d'un bout de papier. C'est d'autant plus vrai, par exemple, lorsque vous arrivez aux urgences, lorsqu'un patient arrive aux urgences ou en consultation d'anesthésie, le patient a rarement vu avant son médecin. Donc, et dans 50% des cas, il oublie la moitié de son traitement. Donc on est vraiment sur des outils qui facilitent l'utilisation et facilitent la prise en charge. Vous travaillez aussi, et ça c'est important, sur l'identité numérique avec la Poste, etc. Parce qu'il y a la question de la sécurité, de l'authentification de toutes ces datas. Exactement, et particulièrement en santé. Alors là encore, je vais vous donner quelques chiffres, mais 50% des utilisateurs n'ont pas confiance dans le numérique et dans le numérique en santé. Ah oui, carrément. Et face à ça, on ajoute, alors vous aviez parlé tout à l'heure de 17% d'électronisme, j'ai regardé les chiffres de 2022, on a 19% d'électronisme. Ça veut dire que 1 sur 5, un utilisateur sur 5 de plus de 15 ans ne sait pas ou n'a pas la possibilité ou la capacité de se servir d'outils digitaux. David mentionnait tout à l'heure qu'il est difficile de prendre des rendez-vous sans que ce soit en ligne. On a vraiment on est vraiment confronté à ça. Alors effectivement, DocaPost et dans le groupe La Poste, vous avez mentionné l'identité numérique où effectivement on peut s'identifier au travers d'une solution, donc soit tout en tout digital, soit avec un accompagnement. Donc soit on fait ça chez soi avec son smartphone, soit on va au bureau de poste où on prend rendez-vous avec le facteur. C'est pour dire une fois pour toutes, c'est bien moi. C'est bien moi. Exactement. Et ça, c'est aussi important dans des parcours de santé. On a parlé tout à l'heure, lors des tables rondes, des e-parcours, des prises en charge globales des patients. On a besoin d'identifier le patient, là encore, pour avoir le bon patient au bon moment. Et dans ce type de parcours, on est effectivement dans des cas de figure où le patient, s'il n'est pas à l'aise avec le numérique, a besoin de se faire assister. On l'a développé également avec nos solutions de consentement que l'on a co-construit avec les équipes du CHRU de Lille. Et lorsque l'on déploie des projets ou qu'on développe des solutions, et c'est aussi, on est très attentif à ce que le numérique n'amène pas de la complexité, on fait intervenir des équipes d'expérience patient, user experience, qui vont dans les services, qui vont au contact des associations de patients, qui montent des ateliers avec les utilisateurs pour s'assurer que c'est simple, de l'usabilité de la solution. Oui. C'est particulièrement important. Que ce soit pas juste un truc d'ingénieur. C'est pas un truc d'ingénieur et c'est pas la tech qui reste dans le tiroir parce qu'elle n'est pas utilisée ou elle n'est pas utilisable correctement. Oui. Alain Monteux, vous vouliez ajouter Non, le chiffre de 17% d'électronisme sur les plus de 15 ans, si vous prenez sur les plus de 75 ans,
vous dépassez les 50%, donc dépasse c'est largement. encore plus Ouais, bien sûr. important. Tout à fait. Et c'est fou. On va donner la parole dans un instant à Joanne Girard de la Croix-Rouge, mais juste avant, David Amorim, enfin, c'est hallucinant, 19% d'électronie, 50% de méfiance à l'égard du numérique en santé. Il y a encore un énorme chemin à parcourir. Oui, mais c'est un peu culturel aussi. Il faut imaginer qu'en France, on est très attaché à nos libertés individuelles. Donc voilà, il y a un contre-coup par rapport à ça. Enfin, on est très attaché et donc on a moins de données dans le cloud qu'en Chine ou ailleurs. Donc il faut augmenter le standard de confiance pour que les gens soient prêts à partager leurs données. Et puis après, il y a ce sujet d'accessibilité aux outils numériques. Un sujet qui commence à se développer, que je trouve très intéressant, c'est le fait d'avoir par exemple des téléconsultations assistées. Une infirmière qui peut se déplacer au domicile, par exemple, pour aider une personne qui n'est pas à l'aise avec ces solutions digitales pour organiser une téléconsultation. C'est utile parce que pour le coup, on réouvre le champ à toutes les personnes qui ne sont pas dans cette sphère digitale, tout simplement. On s'aperçoit quand même, on a beau avoir toutes les applis qu'on veut, on aime bien parler à quelqu'un, hein, Exactement. bien souvent, pour régler toutes sortes de problèmes. D'ailleurs, c'est pas seulement en santé. Hein. Si je peux me permettre Oui, d'ajouter, Carla Gomez. effectivement, c'est typiquement le sujet lorsque l'on a développé le consentement. Je vous parlais tout à l'heure d'équipes qui vont co-construire et qui vont faire des ateliers. On a fait en sorte, et du coup, les solutions sont nativement soit en autonomie, où le patient est en autonomie avec son consentement ou avec ses documents, soit assisté avec des outils à l'hôpital, une tablette, ou complètement assisté avec une personne qui aide à remplir les formulaires et comprendre ce qu'ils sont en train de consentir. Ouais. Alors, Joanne Girard, je l'ai dit, directeur adjoint innovation à la Croix-Rouge. Car oui, la Croix-Rouge innove, elle est très branchée numérique. Et oui, tout à fait. Alors la Croix-Rouge française, effectivement, connue historiquement depuis 160 ans sur son action, notamment dans le cas de l'urgence, les situations de crise. Mais il me semble important de préciser qu'on a à peu près 600 établissements en exploitation, de la petite enfance jusqu'au grand âge, et la formation aussi initiale des professionnels, puisqu'on forme entre 11 et 12% du personnel soignant en France sur les aides-soignants et infirmiers. Donc vous voyez, on est quand même sur un large spectre et au cœur des territoires. Et évidemment, en tout cas, depuis 5-6 ans, nous sommes grandement engagés sur les dynamiques d'innovation au sens large du terme, et notamment sur la transformation numérique, ce qui a donné lieu notamment à la création de notre accélérateur d'innovation sociale, le 21, directement au campus de la Croix-Rouge française. Vous imaginez bien que l'ensemble des populations que l'on accueille dans notre écosystème, ce sont des personnes souvent en situation de vulnérabilité, de précarité, de fragilité, à différents niveaux, et que l'invitation du numérique en santé, on ne voulait pas rajouter des nouvelles vulnérabilités. Ouais. Comment font ces gens pour prendre un rendez-vous sur une appli de santé ? Eh bien justement, ça a été toute notre préoccupation, et du coup, dans le cadre des actions gouvernementales, notamment avec le programme de France Relance, nous sommes positionnés directement sur les enjeux d'inclusion numérique pour lutter contre cette fracture numérique. Et nous avons déployé donc 80 conseillers numériques sur les territoires. Ces conseillers numériques, pour faire très très simple, ce sont des personnes qui sont formées pour eux-mêmes accompagner différentes populations au cœur des territoires, que ce soit des personnes soignées, des personnes âgées, des aidants, des bénévoles, des salariés eux-mêmes parfois, à tout âge, j'insiste, à tout âge, parce qu'on a de grandes représentations sociales sur le fait que les personnes âgées ne savent pas utiliser le numérique et les jeunes sont en totale maîtrise. La réponse est non. Et parfois, c'est même carrément l'inverse. Parfois, c'est carrément l'inverse. J'ai été encore il y a 2-3 jours à l'animation d'une table ronde sur un rapport qu'on a remis sur la santé mentale et les personnes âgées, où une dame à distance a témoigné de Nissan, voilà, à côté de Béziers, en 92 ans, sur l'usage du numérique, et qu'elle a découvert les tablettes et qu'elle utilise de 21h à minuit à la place de la télé, parce qu'elle y trouve beaucoup plus de sens. Ah ouais. Voilà. Et par contre, on a des jeunes qui savent très bien utiliser Il va falloir Snapchat, la calmer, la Messenger, dame, voilà, non exactement, et qui ne savent pas envoyer une pièce jointe à un mail. Ouais. Donc voilà, donc cette notion d'inclusion numérique et notre programme Déclic, qui s'appelle au cœur des territoires, permet d'adapter des accompagnements en fonction de la réalité de chaque parcours. C'est-à-dire, ça peut être allumer un ordinateur jusqu'à effectivement prendre des rendez-vous sur des applications, l'accès aux droits, etc., où il y a une dématérialisation, une digitalisation, notamment
du service public d'une certaine manière, de l'accès à la santé, et qui nous semble fondamental de pouvoir réduire ce hiatus d'accès pour éviter de créer des nouvelles vulnérabilités qui seraient dramatiques en termes de santé publique, en termes d'autres activités comme l'accès aux droits notamment. Et puis alors, vous faites des choses qui sont même presque plus ludiques, pour notamment les personnes âgées. Vous avez développé, je crois que c'était pendant la crise sanitaire, des programmes de VR, de réalité virtuelle. Oui. Donc vous arriviez dans les EHPAD pour les personnes âgées et vous les avez fait voyager grâce à la VR, c'est ça? Alors c'est ça. Alors je ne vais pas vous refaire l'histoire de la crise sanitaire, mais quand même de recontextualiser la privation de liberté des personnes âgées à domicile ou en établissement médico-social, voire même pire en établissement médico-social d'ailleurs, parce que le niveau d'exigence réglementaire était pour toujours une bienveillance pour sécuriser par rapport à ce phénomène sanitaire. On ne pouvait pas laisser cette situation comme ça, parce que la santé, au sens OMS, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychique. Bien sûr. Et la privation des liens humains, je ne vous parle même pas des liens d'interaction avec les soignants non reconnaissables par leur tenue de protection et de pays, fait qu'il fallait maintenir le lien avec la famille, il fallait maintenir l'évasion, il fallait apaiser les tensions, les situations de stress. Bref, une prise en charge de ce qu'on dit holistique, globale. Ce n'est pas qu'un acte de soin d'une piqûre ou lutter contre un problème de virus. Et donc, il fallait... C'est pour ça que vous avez mis des masques de VR. Voilà, donc on a mis en place différents dispositifs, dont la réalité virtuelle, D'accord. qui permettaient effectivement des moments d'évasion individuelle en chambre, mais Ouais. évidemment, puisque c'était une situation de confinement, pour permettre aux gens de s'évader, pour aller voir Qu'est-ce qu'ils regardaient? nager avec les dauphins, les cerisiers en fleurs au Japon, le plateau de Gizeh avec les pyramides, etc. Et on a eu des témoignages directs de personnes qui ont dit que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas aussi bien dormi suite à la séance. Wow. Ah oui. Des personnes qui ont eu une expression émotionnelle de pleurs à la fin par rapport à ce que ça a généré d'un point de vue bien-être, impact sur leur santé mentale d'une certaine manière. Et on ne peut que se réjouir que finalement le numérique, à travers la réalité virtuelle ou d'autres solutions, est venu à la rescousse d'une situation de santé qui pouvait aussi finalement entraîner des situations de dégradation psychologique, voire la mort, parce que dans le secteur de la santé, on connaît très bien le syndrome de désinvestissement lié à une dépression chez le sujet âgé. Voilà. C'est formidable ça, David. Ah oui, clairement, il y a des potentialités avec la VR, avec tout ce qui va être réalité virtuelle. Je peux citer aussi un exemple, l'Institut Raphaël, Maison de l'après-concert. Ils sont en train de tester avec Dassault un casque de réalité virtuelle pour préparer le patient à ce qui va lui arriver. Il faut imaginer que tout ça, c'est très anxiogène. Toutes ces situations de crise qu'on vient de vivre sont très anxiogènes. On enchaîne des problématiques où on est mis tous sous tension, que ça soit avec des outils digitaux qui augmentent finalement notre fatigue parce qu'on est de plus en plus sollicité, et puis du point de vue de la santé. Donc on revient sur cette idée aussi que le digital peut être un outil intéressant à explorer dans le domaine de la santé mentale. On parle beaucoup de la santé physique, et peut-être qu'on a un peu oublié durant la période de pandémie cette dimension, la santé mentale. On l'a oublié ou on l'a un peu découverte aussi, peut-être. On l'a redécouvert. Je me permets, ça l'a Oui. mise en lumière et de reconnaître finalement que ces dispositifs et cette action est un acte de soin. Et vous, alors ça c'est on parlait du casque de VR, mais il n'y a pas que ça. Je crois que vous, en préparant cette émission, vous me racontiez que même avec une simple tablette, on pouvait faire des choses formidables. Je pense qu'il n'y a rien de tel qu'un exemple pour matérialiser l'impact. Nous avons une situation dans un établissement du Sud, pareil, imaginez, contexte crise sanitaire, personne en chambre. Il y a des interactions sociales qui se passent en EHPAD, contrairement à ce qu'on pense. Des gens qui créent du lien, il y a de la vie. Et donc il y avait deux habitantes, oui, tout à fait, deux habitantes qui avaient un lien fort et qui se sont retrouvées en rupture de ce lien, en chambre chacune. Et il y en a une qui C'est-à-dire qu'elles étaient chacune dans leur chambre. dans leur chambre, elles aucune n'avaient plus le droit de se interaction, pas le droit voir, de en fait. sortir. C'était les règles édictées à ce moment-là, au début de la crise sanitaire, bien que ça se soit légèrement assoupli à une autre période de la crise. Et une dame, une des deux, a arrêté de manger, a arrêté de s'alimenter. C'est ce qu'on appelle le syndrome de désinvestissement.
donc qui pouvait entraîner évidemment la mort. Et du coup, la solution immédiate qui a été trouvée par cet établissement assez engagé sur cette transformation numérique a été de proposer à son amie d'enregistrer une vidéo. Elle a enregistré un témoignage en disant qu'elle avait besoin d'elle, qu'elle voudrait la retrouver en sortie de cette crise, etc. Cette vidéo a été, bien sûr après consentement, etc., a été transmise et projetée à la dame alitée. Et les conséquences, c'est que cette dame s'est réalimentée. Il y a eu un objectif de se dire, une fois que tout ça va s'arrêter, je veux pouvoir retisser le lien, retrouver mon ami qui m'attend, une forme d'utilité. Voilà, ça lui a redonné le goût à la vie. Sur une action simple, un enregistrement vidéo sur une tablette, ça aurait pu être sur un téléphone. On ne parle pas là d'intelligence artificielle, on ne parle pas là de data complexe, on parle d'une action où le numérique est venu au service de l'humain pour éviter une conséquence dramatique. Et voilà, donc et elle-même a enregistré une vidéo en retour dans l'attente de se retrouver. Très, très belle histoire, très émouvante, hein. Ouais, véritablement. Alors, il nous reste 30 secondes pour un petit mot de conclusion, David de Amorim. Toujours plus de numérique et toujours plus d'humains aussi pour accompagner, en fait. Là, maintenant, on arrive à un moment où, clairement, on a suffisamment de retours d'expérience avec ces 2-3 années Covid qui nous ont vraiment mis sous tension, qui nous ont obligés à aller un petit peu au bout de toutes les solutions qu'on peut mettre créatives pour recréer du lien grâce au digital. Et on se rend compte finalement maintenant que le combo qui marche bien, c'est quand même de l'humain et du digital, de l'accompagnement humain, plus ou moins important, bien sûr. Il y a des gens qui vont être très à l'aise avec ces solutions-là. Mais on le voit, il y a des personnes qui vont être totalement dépendantes et sur lesquelles il va falloir mettre en place des dispositifs de suivi et d'accompagnement. Et là, on le voit avec les personnes qui sont représentées dans cette table ronde. Finalement, La Poste va recréer du lien. Tunstall va recréer du lien avec le professionnel de santé. La Croix-Rouge est vraiment dans cette mission. Et finalement, c'est à nous, acteurs de la technologie, maintenant, de réfléchir à comment systématiquement, dans nos solutions, impliquer les patients, les professionnels de santé, en ayant en tête toute cette complexité pour aller vers ce que j'appelle de la simplexité, finalement faire des solutions qu'on oublie au quotidien, mais qui permettent finalement d'avoir une réponse qui soit personnalisée. Et le digital, c'est un bon outil pour personnaliser. La simplexité. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci David de Amorim. Merci à vous trois, invités de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Donc à l'occasion de ce forum de la santé organisé comme chaque année par l'Axel, une autre émission vous attend sur Tech & Co, consacrée cette fois aux applications et aux objets connectés de santé, et surtout comment s'y retrouver à la fois en tant que médecin et en tant que patient dans cette forêt des objets de santé. Voilà, on se retrouve très vite sur Tech & Co. Salut à tous.